Alors, toujours extrait de son interview de Vanity Fair, Hamilton fustige les conneries sur sa retraite, il se dit toujours en mission. Le pilote, qui a vécu un très difficile début de saison, la pire caractéristique dont j'ai jamais fait expérience dans une voiture. Mais l'espoir est revenu depuis quelques courses, avec notamment 2 doubles podiums consécutifs pour Mercedes. Comme George Russell, Hamilton voit Mercedes gagner. Nous allons certainement obtenir une victoire cette année, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu vous dire avant la course de Barcelone, donc ça fait du bien. Quant à ceux qui estimaient, notamment après sa 13e place à Imola, qu'il se retirerait de la F1 à la fin de l'année, Hamilton leur répond « Beaucoup de personnes disent des conneries. Si je laisse ces mots tels quels, ces projections que les gens font, ces petites remarques, si je laisse cela me rabaisser, alors ils gagnent. » Hamilton va donc bientôt prolonger son contrat, peut-être, qui court jusqu'à fin 2023. Je mentirais si je disais que je n'y ai pas pensé. Je suis toujours en mission, j'aime toujours piloter. C'est toujours un défi pour moi, je n'ai donc pas vraiment l'impression de devoir y renoncer un jour. Ouais, il va prolonger, c'est sûr. Il va prolonger, alors combien de temps ? Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, peut-être jusqu'à fin 2025 du coup, parce que là du coup son contrat il va jusqu'à fin 2023. Alors s'il vous plaît, par contre, Mercedes, jouez pas les petits bras comme Alpine a fait avec Alonso, hein. Le prolongez pas 1 an par 1 an, parce que ça sera un peu malvenu, je trouve. Au moins 2 ans, avec une option d'1 an supplémentaire, possiblement. Par contre, il faudra peut-être éventuellement baisser un petit peu ton salaire, Lewis, sur la fin de carrière. Je suis pas sûr que Mercedes il te paye encore 45 millions par an. Hein. Surtout s'il n'arrive plus à gagner de titres. Bon, évidemment, hein, ça dépend aussi de la performance de la voiture, forcément. Donc faudra peut-être renégocier un petit peu le salaire, mais bon, je pense qu'il sera pas contre. Il s'est déjà fait assez de mailles comme ça. Hein. En 15 ans de Formule 1. Je pense qu'il est pas trop à plaindre pour ça. Voilà. Bah écoutez, on espère qu'il va prolonger, évidemment. Mais bon, de toute façon, il va falloir laisser passer 2022 déjà. Et tout ça sera négocié, je pense, en 2023. Et on espère voir encore Alonso et Hamilton en F1 au moins 2 ans de supplémentaires après 2023. Allez, ciao. Gasly, AlphaTauri a trouvé des choses intéressantes en Hongrie. L'équipe en a profité du départ depuis les stands pour faire des tests. Au cours des dernières semaines, nous avons essayé quelques directions de réglage et avec le départ depuis la voie des stands, nous avons essayé de défaire certaines choses. Nous sommes revenus aux choses que nous faisions en début de saison et nous avons découvert beaucoup de choses intéressantes. En termes de performance, on était meilleurs. Et aussi par rapport au week-end précédent. Ce sont donc des données intéressantes. Pour le moment, McLaren et Alpine sont tout simplement trop rapides pour nous. Et Aston Martin, mais nous semblons aussi prendre un peu de rythme en course. Je tire donc une conclusion positive avant les vacances, même si nous sommes encore loin de la position qu'on aimerait avoir. Au final, j'étais content de partir de l'arrière et d'essayer de comprendre un peu plus notre voiture. Pour le moment, nous savons que nous n'avons pas montré la perfo qu'on aurait dû montrer. Et c'est toujours pas génial, mais au moins, il y a quelques bons signes sur le plan de la performance. Par rapport aux grandes équipes comme Ferrari, Red Bull et Mercedes, nous savons ce qu'elles ont construit au cours des 10 dernières années en termes d'installation de personnes et de ressources. Elles sont plus efficaces, mais en même temps, je pense que nous avons de très bonnes personnes et aussi les bons outils pour être compétitifs. Pour être honnête, je n'ai pas de réponse à la raison pour laquelle nous luttons plus au milieu de terrain, au milieu de peloton plutôt, que les autres équipes, parce que je ne pense pas qu'il nous manque quoi que ce soit. Ah bah, il manque quand même de la perfo, là, c'est obligatoire, hein, pour être si loin, par rapport à l'année dernière, c'est pas normal. Hein. Ouais, je sais pas trop ce que ça va donner, hein, cette saison, AlphaTauri, je suis pas sûr qu'ils arrivent à vraiment progresser, ça sent un peu la saison de transition pour eux. Et est-ce que Gasly va pas en avoir marre et va signer chez Alpine s'il a l'opportunité de le faire, hein, ce qui n'est pas obligatoire, évidemment. Peut-être qu'ils vont rien lui proposer. On verra ce que donnent les dernières rumeurs. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Mike Crack, l'arrivée d'Alonso prouve les ambitions d'Aston Martin en Formule 1, on n'est pas là pour faire le nombre. Il a cet instinct de tueur, vous savez que Fernando donnera toujours tout ce qu'il a. Il pousse toujours à 100% et essaie en permanence d'extraire le maximum de la voiture et de l'équipe. Ses capacités en course sont exceptionnelles. Il affiche une formidable combinaison de confiance, d'intelligence et d'instinct. Signer Alonso est une déclaration claire de nos intentions chez Aston Martin. On n'est pas là sur la grille pour faire le nombre, on est là pour gagner. Depuis que Lawrence Stroll a racheté l'équipe mi-2018, beaucoup d'argent a été investi dans le personnel. Sur le plan technique, on peut notamment noter l'arrivée de Dan Fallows en provenance de chez Red Bull, ou encore d'Eric Blandin qui travaillait chez Mercedes. Une nouvelle usine était également en construction sur le site de Silverstone, le but étant qu'elle soit opérationnelle dès l'année prochaine. De tels développements ont été déterminants pour attirer Alonso. Nous avons le projet de nous retrouver à l'avant de la grille. Et le désir de Fernando de nous rejoindre est un vrai compliment pour notre équipe et pour tout le travail réalisé. Il sera exigeant avec nous, mais c'est ce qu'on attend d'un multiple champion du monde. Fernando sera une force motrice alors que nous tenterons de progresser ensemble et comme le reste de l'équipe, j'ai hâte de travailler avec lui. La perspective d'avoir Fernando et Lance Stroll l'année prochaine est particulièrement excitante. Ouais, oui, après Stroll il devrait pas faire trop d'ombre à Alonso normalement, hein. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a choisi Aston Martin, parce que Ocon il commençait à lui faire pas mal d'ombre.
Donc il s'est dit, allez, le petit Stroll, je vais l'avoir, je vais bien le contrôler, entre guillemets. Je vais bien le gérer, donc ça devrait aller. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, cette association entre les Aston et Alonso, donc. Et vous, ciao. Alors, on continue avec Hamilton et son interview sur Vanity Fair, qui est très longue, visiblement. Il aime pas conduire, il dit, sur les routes de tous les jours. Il trouve ça stressant. D'accord. Il est stressé au moment de sa voiture. Je pense juste que je trouve ça stressant. Cette route est folle, il se passe tellement de choses ici, je vais faire demi-tour dans une seconde. C'est trop stressant pour moi. A-t-il lâché, visiblement, paniqué à son passager. Il se trouvait dans sa voiture dans la périphérie de Nice, en descendant vers le port. Bon bah dis donc, Lewis, il t'en faut peu quand même. C'est qu'un périph', après, voilà. Il a notamment donc expliqué, dans son article, le journaliste explique notamment que LH est quelqu'un de très prudent sur les routes, qui s'arrête même souvent pour laisser passer les conducteurs pressés. Ah ouais, c'est à ce point-là, d'accord. Interrogé ensuite sur les pilotes de la saison, je ne sais pas vraiment si je peux mettre des mots, ça ok. Ouais, après ça reparle d'Abu Dhabi, comme on a vu hier. Après, bon, ça parle de Vettel. Je me suis demandé si je voulais continuer, mais sa volonté de continuer était trop grande. Je suis toujours en mission, j'aime toujours conduire, je suis toujours mis au défi. Donc j'ai pas vraiment l'impression de devoir abandonner de sitôt. La retraite de Vettel, ça ne me fait pas réfléchir à mon avenir. Mais ça me rappelle que je suis dans une partie de ma carrière où les gens avec qui j'ai commencé à courir vont s'arrêter. En conclusion, le pilote Mercedes révèle qu'il n'exclut pas de prolonger son contrat, qui expire en fin de saison prochaine. Alors ça serait une bonne nouvelle. Ça serait une bonne nouvelle. Allez, 2 ans supplémentaires jusqu'en 2026, Lewis. Ouah, ça serait énorme. Son contrat expire donc fin 2023. Ouais, jusqu'à fin 2025 inclus. Allez, 2026 même pour la nouvelle réglementation. Allez, soyons fous. 2026, il aurait 4 ans de plus quand même. Il aurait 41 ans. Ouais, quand on voit l'âge d'Alonso, en vrai... j'espère juste qu'il va foutre à la retraite Alonso quand même, et pas l'inverse, parce que ça me ferait mal qu'Alonso il parte à la retraite après lui, quoi. Hein. Bon, sur ces bonnes paroles, les révélations donc que Lewis n'aime pas le périphérique, je vous laisse commenter, ciao. Vettel a failli se retrouver chez Honda au lieu de Red Bull. Wow. Ouais, ok. Alors, remarque, j'ai envie de dire, en 2009, s'il avait été donc en 2008 chez Honda, il aurait été chez Braun en 2009 sûrement, il aurait quand même gagné le titre du coup. Est-ce qu'il aurait été transféré après chez Red Bull? Je sais pas. Voyons ce qu'il a dit Safnauer, encore lui. Je vais après l'annonce de sa retraite et lui ai souhaité le meilleur pour l'avenir. Il prend sa retraite maintenant, mais je suis sûr qu'il fera autre chose de digne et de gratifiant. Mais quand vous apprenez à le connaître en tant que personne, c'est une personne incroyable avec un grand cœur. Interrogé donc sur ses meilleures anecdotes concernant Vettel, Safnauer a révélé qu'il fut un temps où il avait espéré signer chez Honda. Le jeune pilote, alors lié à Red Bull et BMW. Mais le directeur sportif Gilles de Ferrand a fait capoter le transfert. Heureusement, on dirait certains, sinon il n'aurait jamais été chez Red Bull et décroché 4 titres mondiaux. Je le connais depuis qu'il a 18 ou 19 ans. J'étais chez Honda. Et Seb est venu me voir et m'a dit « J'ai une fenêtre de 2 semaines pendant laquelle je n'ai plus de contrat avec Red Bull et BMW. Êtes-vous intéressé de me signer ?» Il était une valeur inconnue à l'époque. Et je me disais « Ouais, ce gamin est bon. Une fenêtre de 2 semaines. » Alors je suis allé voir Gilles, il a dit « Nous avons une fenêtre de 2 semaines pour signer Seb Vettel. » Il m'a dit « Ne t'inquiète pas, je l'ai à l'œil. » Je lui ai répondu que nous n'avions que 2 semaines, mais il a laissé filer. Oh, super. Quoi qu'il en soit, nous ne l'avons pas signé à ce moment-là, mais pour la carrière de Seb avec le recul, ce qu'il a accompli chez Red Bull, c'était probablement pas un regret pour lui. Mais j'ai une autre bonne histoire avec Vettel, et cette fois une bonne. Pendant la période Covid, il se sentait plus à l'aise de ne pas aller dans un hôtel où il aurait pu attraper le virus que lorsqu'il dormait chez moi en Angleterre, parce que tout le monde était testé tous les jours. Donc tout le monde savait que nous étions sans Covid. Et chaque fois qu'il venait chez moi pour dormir, il apportait du pain fait maison, qu'il avait fait cuire en Suisse, dans ce petit sac qu'il avait avec lui. Et je me souviens de la première fois où j'ai vu mes enfants, qui le regardaient tous avec les yeux écarquillés. Il était chez nous. Et ils adoraient le pain fait maison de Seb, plus que tout. Ainsi, chaque fois qu'il venait et devait apporter son pain fait maison, brillant. Je veux dire, qui d'autre fait ça? C'était du pain blanc tressé, qui était tout simplement délicieux. Magnifique. Bah écoutez, quelle anecdote croustillante, hein. Je crois que c'est le cas de le dire, là. Incroyable, hein. On est tous sur le cul. Hein. Bon allez, je vous laisse commenter. En tout cas, effectivement, s'il était allé chez Honda, sa carrière aurait été sûrement tout autre. Même si au final, bon, Honda s'est cassé, ça a été Braun et après ça a été Mercedes. Donc il aura fini quand même, je pense, par signer chez Red Bull. Hein. Voilà. A priori, voilà. Ça n'aurait pas changé grand-chose au final, je pense. Vous en pensez quoi, vous? Bon alors, comme je vous avais dit il y a quelques jours déjà, ils ont trouvé un compromis à 15 mm pour le truc des planchers, là. Donc c'était demandé à 25. Le rehaussement, à la base, bon, Ferrari Red Bull voulait les 10.
Et donc ça a été trouvé à 15 mm le compromis. Une valeur qui reste encore suffisamment faible pour ne pas remettre en cause le développement déjà très avancé des monoplaces 2023 pour la plupart des équipes. Donc c'est Soulayem qui l'a dit sur Twitter. Il a déclaré qu'il avait discuté de la question du marsouillage avec les 20 pilotes et les 10 directeurs d'écurie. Je suis heureux de confirmer que nous soumettrons cette semaine le règlement technique 2023 mis à jour au Conseil mondial de la FIA pour résoudre ce problème, en plus des mesures déjà prises pour le reste de la saison. Alors, par contre, Binotto, suite à ça, n'exclut pas porter réclamation contre la FIA. Voyons comment nous pouvons l'arrêter. Mais il est sérieux, lui. Il fout ce mec, en fait. Déjà, occupe-toi de gérer bien comme il faut ton équipe. Après, tu pourras l'ouvrir, Binotto, en fait. Il pense que les modifications du règlement sont inutiles pour des raisons de sécurité. Après tout, lors des dernières courses, nous n'avons pratiquement pas vu de marsouinage. Le patron de Ferrari ne pense donc plus que le rebondissement soit un danger. Il souligne que le changement sera un problème majeur étant donné la période de l'année. Nous sommes déjà presque dans la deuxième moitié de saison. Il resterait donc peu de temps pour modifier le concept de la voiture. Si ça se produit, on essaiera de trouver un moyen de l'arrêter. Putain, mais malade ce mec. Et alors, il va faire quoi? Il va sortir sa carte veto? Non mais, ça c'est honteux quoi. Qu'ils aient un veto aussi, putain. Ça devrait plus être le cas. Liberty Media, faites quelque chose, hein, vraiment. Objection! Ferrari se bat contre Red Bull pour le titre, mais Binotto pense que les deux équipes devraient faire preuve de bon sens en ce qui concerne les changements de règles. Je n'ai aucune idée si le règlement sera en notre faveur ou en faveur de Red Bull et je m'en fiche. Binotto pense qu'il est important de prendre la responsabilité des décisions cruciales pour l'avenir du sport. Voilà. Bon, vous en pensez quoi du coup de ce Binotto en mode fou furieux? Allez, ciao. Pour la reprise, Leclerc estime n'avoir rien à changer côté perfo. Je n'ai pas besoin de changer cette approche. Bah, c'est juste faut éviter de se cracher dans le mur, comme t'as fait en France en fait, Charles. Ça pourrait être pas mal. Moi je dis ça, je dis rien. Bon après ça n'aurait pas changé grand chose vu qu'il s'est fait encore couillonner par Ferrari en Hongrie, n'est-ce pas? Après effectivement, s'il perd le titre pour, on va dire, 25 points, voire 32, parce que le différentiel aurait dû être de 32 s'il avait gagné en France, même si encore une fois, pas sûr qu'il aurait gagné. Hein. Dur à dire, mais bon, il était favori, hein, au moment où il s'est craché en tout cas. S'il avoue que le titre s'annonce de plus en plus difficile, il précise aujourd'hui cependant que jusqu'à ce que ce soit motivement fini, alors j'ai envie d'y croire. C'est ce qui me donne la motivation. Il fait face à un tel difficile 80 points qu'il n'a plus rien à perdre. Comment va-t-il aborder la deuxième partie de saison? J'ai vraiment l'impression que cette première partie de saison a été ma plus forte en F1 dans la façon dont j'ai travaillé. Et la façon dont nous avons travaillé en équipe en termes de trouver le bon setup, en termes de préparation pour le tour de qualif ou en Q3, ou simplement de préparation de course. Ça a été le meilleur que j'ai jamais eu en F1. Donc j'ai pas besoin de changer cette approche encore une fois. Il faut essayer de grandir à partir des erreurs de la première mi-saison, essayer de performer aussi bien parce que la performance, j'en suis extrêmement heureux, ça je veux le garder. Donc il n'y aura pas de changement significatif de ma part, nous devons juste essayer de travailler en équipe pour organiser un week-end propre sur chacune des 9 courses restantes et voir où on se retrouve au final. Et donc en gros prendre les courses une par une. Ouais mais bon ça c'est pas une mentalité de gens qui veulent jouer le titre. C'est un peu la loose. Que Mercedes ait cette mentalité parce qu'ils n'ont pas une voiture qui domine, ok, pourquoi pas. Prendre les courses une par une et essayer de choper une victoire s'ils peuvent. Mais Ferrari, désolé, hein, ils ont quand même une voiture très très puissante, au moins aussi puissante que la Red Bull si ce n'est plus sur certains circuits. C'est pas ça qu'ils doivent viser normalement, de prendre les courses une par une, hein. Franchement. C'est mentalité de loser, hein, tout simplement. Bon, je vous laisse commenter, ciao. Bijou en F1, Hamilton s'est senti visé et tacle à mot couvert, Ben Sulayem. Hamilton mal accepté en F1 à cause de ses tatouages. Et oui, on est anti-tatouage en F1. Donc il s'est encore exprimé dans Vanity Fair. Je veux dire ouais parce que je suis le seul à porter des bijoux, vraiment. Faut-il voir dans cet épisode une sorte de vengeance de Momo, président de la FIA, après que Lewis Hamilton a boycotté le gala? Sans répondre directement, Hamilton évoque à mot couvert l'attitude du dirigeant de la FIA. Les gens aiment avoir du pouvoir et l'imposer. Depuis que je suis enfant, face aux règles, je n'ai jamais aimé qu'on me dise quoi faire. Et oui, Lewis Hamilton, le rebelle. Il avait joué la provocation à Miami en portant en conférence de presse un maximum de bijoux possible. Et Lewis avait dit à l'occasion, comme je l'ai dit, je ne peux pas enlever au moins 2 d'entre eux. Le premier, je ne peux pas vraiment expliquer où il se trouve. Ah 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 oh là là, Lewis. Je me foutais juste de tout ça. Je n'ai pas d'autres piercings nulle part. Mais j'aime qu'on se demande, merde, il s'est fait percer les couilles. Eh oui, Lewis, incroyable. Il a donc des couilles en acier, littéralement. Outre les bijoux, Lewis Hamilton arbore aussi un grand nombre de tatouages, une certaine originalité dans le paddock qui avait valu à Hamilton un accueil très froid de ses collègues en 2007, lors de son arrivée en F1. Je n'ai pas eu l'impression d'être le bienvenu, je n'ai pas eu l'impression d'être accepté. Dieu sait combien de ces pilotes disent « Ce n'est pas ça qui est un pilote de F1.
Ce n'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on se comporte, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire des tatouages, non. Un pilote de F1 n'a pas de tatouage, un pilote de F1 n'a pas de personnalité et de piercing. Nous nous limitons la plupart du temps. Et là où ça m'a vraiment frappé, c'est que nous ne devrions jamais avoir à atténuer notre lumière pour que les autres se sentent bien. Nous devrions briller autant que possible pour permettre aux autres de faire de la même. Pendant si longtemps dans ma vie, j'ai eu l'impression de tamiser ma lumière parce que je me sentais mal à l'aise. De toute façon, oui, clairement, ça visait lui, hein. Momo, il s'est un peu vengé, hein, visiblement. C'est pas une vengeance très violente, mais bon, ça l'a fait chier, quoi, hein, clairement. Donc voilà. En attendant, heureusement qu'ils lui ont pas demandé de retirer ses tatouages, même quand il est arrivé en F1. Il aurait pu manquer que ça encore. Allez, ciao. Alors, Las Vegas aurait déjà sa date sur le calendrier F1, et il s'agirait de l'avant-dernière. Donc le Grand Prix se déroulerait avant Abu Dhabi, apparemment. Donc la course aura lieu le 18 novembre prochain, le samedi soir donc, aux États-Unis. Ce sera le dimanche dans la nuit chez nous. Enfin, dans la nuit. 7h du mat, quoi. Ça, c'est moyen, par contre, pour nous. Pas top. Mais bon, on va se lever, hein, pour voir ça, quand même. Ça vaut le coup, je pense. Elle devrait former un doublé de course avec le final de la saison à Yas Marina. La lettre divulguée à la Las Vegas Convention and Visitors Authority montre que l'événement aura lieu après le changement à la mi-novembre de l'heure d'été. La course devant avoir lieu à 22h samedi soir à Las Vegas, elle débutera donc à 7h du mat, dimanche pour les téléspectateurs. Le décalage est aussi parfait pour l'Asie, avec par exemple un départ à 17h pour les Australiens. Un contrat de 5 ans a été conclu jusqu'en 2027 au moins, mais Liberty Media, étant le promoteur de l'événement ayant acheté du terrain pour la future piste et ses infrastructures, on peut déjà imaginer un contrat bien plus long à venir. Ok, donc en gros, il y aurait une semaine d'écart entre Las Vegas et Abu Dhabi. C'est pas beaucoup, hein, parce qu'il y a quand même une certaine distance entre les deux. Donc, ouais, encore une fois, bon... je sens que le calendrier va pas être très optimisé l'année prochaine encore, au niveau des trajets. Hein. On passe des États-Unis, on vient d'où faut voir, bah, peut-être on viendra du Brésil, on va aller à Las Vegas, et après Abu Dhabi. Ouais, si on vient du Brésil encore, ça peut aller, mais bon... Une semaine d'écart entre Las Vegas et Abu Dhabi, quand même, c'est vraiment juste, je trouve. Pourquoi ils ont pas fait finir la saison en décembre, comme en 2021, là? Ils auraient pu décaler ça début décembre, par exemple. Ouais, bon, après, voilà. On verra ce que ça donne, ce calendrier, en octobre. Ciao, ciao. Alors, Hamilton révèle avoir refusé un rôle dans Top Gun 2. Top Gun Maverick, donc la suite qui est très très bien notée, les avis incroyables. J'ai pas vu le film, mais il a l'air super bien. Donc la bonne surprise, il doit être un peu dégoûté au final de ne pas avoir eu un rôle. Il a refusé une offre de Tom Cruise pour jouer le rôle d'un pilote de chasse en raison de ses engagements à F1. Le septuple champion du monde était ravi à l'idée de jouer un rôle, après avoir été un grand fan du film Top Gun. Je suis ami avec Tom Cruise, c'est l'une des personnes les plus gentilles que vous pouvez rencontrer. Il m'a invité sur le plateau de tournage il y a des années quand il faisait Edge of Tomorrow. Puis nous avons juste construit une amitié au fil du temps. Quand j'ai entendu que le deuxième Top Gun sortait, je me suis dit, oh mon dieu, je dois lui demander. Je lui ai dit, je me fiche de quel rôle il s'agit. Je peux même balayer quelque chose dans un RRP. Et oui, Lewis Hamilton, le balayeur. Mais Tom Cruise lui a proposé un bien meilleur rôle, être un des pilotes de chasse du film. Ce qui signifiait plusieurs jours, voire semaines de tournage. Ouais, mais bon, là... Hamilton s'est alors rendu compte qu'il n'y aurait pas assez de temps pour l'intégrer parallèlement à ses préparations pour les courses. Je suis un perfectionniste, il n'y avait tout simplement pas le temps. C'était l'appel le plus bouleversant que je pense que j'ai jamais eu. Et j'ai été encore plus énervé, très énervé même, quand j'ai dû le rappeler pour lui dire non. C'était pas possible. Bah, il était en pleine saison de F1, en plus ça devait être 2021, j'imagine. Donc voilà. Il peut pas tout faire, Lewis, hein. Hamilton a toutefois trouvé une collaboration à venir au cinéma avec Brad Pitt pour un nouveau film sur la F1, Hamilton agissant en tant que coproducteur dans le projet. Le film devrait être dirigé par le réalisateur de Top Gun Maverick, Joseph Kosinski. Bon, voilà, dommage pour lui. Ça aurait été intéressant de le voir dans le cinéma, Hamilton. Alors, peut-être que pour commencer, ils auraient peut-être dû lui proposer un rôle moins prenant, un truc, un second rôle, quoi, voire un troisième rôle, qu'on le voit un peu quelques minutes à l'écran, mais bon, là, un autre pilote de chasse, oui, effectivement, ça allait être compliqué, hein, la saison 2021 ayant été très dense, au niveau des courses et des dates, ça s'étalait sur toute l'année, ça aurait été compliqué pour lui quand même. Bon bah dommage, je vous laisse commenter, ciao. Alors, les vacances de Lewis, il est parti sur les traces de ses racines en Afrique, en Namibie et au Kenya, une remise à zéro qui m'a changé la vie, selon lui. Cette année, je passe mes vacances d'été à faire quelque chose que je voulais faire depuis des années. Je retrouve enfin mes racines à travers l'Afrique, et les gars, dire que ce voyage a été une expérience fondatrice est un euphémisme. Ça a été une remise à zéro qui m'a changé la vie. J'ai l'impression d'avoir acquis une nouvelle perspective sur la vie, d'avoir développé un amour encore plus fort pour les animaux, et de me rapprocher encore plus de mes frères,
avec qui j'ai partagé ce voyage spécial. Partout où je regarde, je suis entouré de tant de beauté, et je me sens vraiment recentré et en paix. Mon premier arrêt était la Namibie, l'un des endroits les plus étonnants que j'ai jamais vus, de mes propres yeux. Les mots et les images ne lui rendent pas justice. Le vol en montgolfière était surréaliste. Nous avons dû atterrir sur le côté, ce que je n'oublierai jamais. Et oui, la chute de Lewis Hamilton en montgolfière, regardez, il se tue le pilote. Heureusement que non, imaginez la catastrophe là, la montgolfière qui se perce. Et je ne pouvais pas penser à un meilleur endroit pour passer ce premier temps libre, en route pour le Kenya. Au Kenya, Hamilton prévoit de contempler la grande migration, où 1 million de gnous affluent du Serengeti au Masai Mara. Donc voilà les quelques images qu'il a postées sur les réseaux sociaux, donc Lewis en voyage. Alors c'est pas une bonne idée de mettre du noir, parce que le noir ça attire la chaleur. En général dans le désert là-bas ils ont des vêtements blancs, hein. Donc je sais pas pourquoi il a fait ça d'ailleurs. Mauvais choix de vêtements Lewis, comme d'habitude j'ai envie de dire. Bon voilà, il profite de ses vacances Lewis pour revenir encore plus fort hein, au Grand Prix de Belgique, espérons. Allez ciao. Bon ensuite, à l'affaire Piastri et Alpine, ils sont prêts à aller devant la Haute Cour de Londres. Les deux contrats ont été reconnus en fait. Donc ils sont un peu plus avancés finalement. La CRB, autorité créée par les FIA, chargée de reconnaître la validité des accords signés entre les pilotes et les équipes, aurait rendu un avis favorable concernant les deux contrats. En l'espèce, les deux accords signés seraient valables. Ce qui mettrait alors la faute du côté du pilote et de son manager. Bien évidemment, d'un côté, il y a un contrat titulaire chez McLaren, alors que celui d'Alpine ne promettait qu'une promesse de titularisation. Comment ça va-t-il se dénouer? Pour le moment en justice pour Alpine, qui pourrait perdre Piastri, mais réclamer en échange des millions d'euros d'indemnité. C'est ce qu'a promis Safnauer, si le pilote de 21 ans ne respectait pas ses engagements. Aller devant la haute cour est certain à plus de 90%, c'est ce que nous ferons. L'Américain admet que l'avis du Conseil de reconnaissance des contrats pourrait ne pas être suffisant. Si le CRB dit votre contrat n'est valable que chez Alpine, et que Piastri dit c'est super mais je ne conduis jamais pour Alpine, qu'il va juste s'absenter 1 an, alors vous devez aller à l'autre cour pour obtenir une indemnisation. Bien entendu, Piastri et son manager Weber n'ont pas les millions d'euros nécessaires pour indemniser Alpine, qui est lourdement investi. Tu m'étonnes, ouais. Combien devrait-il donner à Alpine selon lui? Nous ne sommes pas assis avec les comptables pour calculer tout ce que nous avons dépensé. Nous le ferons. Nous devrons le faire si nous allons devant la haute cour. Non mais attendez, Piastri il est pas stupide à ce point, hein. Le mec, s'il va pas chez McLaren, il va pas dire « Oh bah non, je courrai jamais pour Alpine, je reste chez moi, je préfère rester chez moi 1 an. » Non mais attendez, quand même, là ça serait surréaliste. Là je comprendrais pas. Hein. C'est pas une équipe si pourrie que ça, Alpine, pourquoi il voudrait pas y aller? C'est quand même bizarre quoi. Ou alors on nous cache des choses. Il y aura aussi des dommages et intérêts à chiffrer, au final si McLaren maintient son contrat avec Piastri, ça pourrait être à Woking de régler cette grosse note, en plus du salaire de Ricciardo. La fin de l'été s'annonce fascinante et tendue entre les deux équipes. L'image est parfaite là. Otmar il est pas content. Avec son parapluie Alpine, BWT. Bon, je vous laisse commenter. Comment ça va se finir selon vous? Ciao. Et Ricciardo qui réclame pas moins de 21 millions de dollars à McLaren. Une indemnité à 8 chiffres en compensation de la résiliation anticipée de son contrat avec McLaren. Ah mais il s'emmerde pas Daniel, hein? Franchement, vu ce qu'il prouve depuis 2021, il les mérite pas ces 21 millions. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Il en mérite la moitié. Allez, je lui laisse 10 millions. C'est ma dernière offre, Daniel. Il semblerait que Ricciardo soit le seul à avoir le droit de résilier son contrat actuel, qui court jusqu'à la fin de l'année prochaine. Plusieurs sources ont révélé que le montant initial demandé par l'Australien est de 21 millions de dollars. Mais ce montant devrait être revu à la baisse à mesure que l'équipe négocie le prix. Il est également probable que si Ricciardo obtient un volant ailleurs la saison prochaine, tout complément de salaire qu'il reçoit sera remboursé à McLaren. Par exemple, s'il reçoit 10 millions de dollars d'Alpine pour 2023, Ricciardo devra rembourser 10 millions de dollars à McLaren sur le montant du règlement convenu. D'accord. Cependant, il est également possible que McLaren doive prendre en charge les frais de justice que Piastri encourt. Le Melburnien, c'est très bizarre ce mot d'ailleurs, hein, est le personnage central d'un conflit entre Alpine et McLaren au sujet de ses services. Ce dernier semblerait être titulaire d'un contrat prioritaire. On pense qu'Alpine n'est pas titulaire d'un contrat valide de F1, ce qui explique pourquoi McLaren a pu déposer son contrat auprès du Conseil de reconnaissance des contrats sans conflit. Ça suggère également que tout contrat en place avec Piastri, probablement avec l'Académie Alpine, pourrait être dénoncé par le biais du système juridique civil. Probablement français, un point que le directeur de l'équipe d'Otmar Safnauer suggère d'explorer. Dans ce cas, il est probable qu'une clause d'indemnisation dans l'accord avec McLaren verrait tous les coûts encourus passer de Piastri à McLaren. À cet égard, un montant pouvant atteindre 15 millions de dollars était suggéré, ce qui, combiné à la somme versée à Ricciardo, pourrait faire en sorte que l'arrivée du pilote de 21 ans à Woking coûte bien plus que 30 millions de dollars.
La situation soulève la question de savoir pourquoi McLaren est prêt à débourser une somme importante pour mettre fin à sa relation avec Ricciardo, et potentiellement être dans l'obligation d'en payer une autre avec Piastri. Ouais, eh ben, ils sont un peu dans la merde, hein. McLaren, niveau finance, là, je sais pas ce que ça va donner. J'espère qu'ils ont les reins solides, parce que là, ça risque de leur coûter cher, ces deux affaires. Bon, voilà les nouvelles, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao. Alors, un sujet intéressant, mais ça date de 2011, hein, quand même, ça date un petit peu. Mais on pourra avoir un cas de figure similaire avec Ricciardo, donc, via McLaren, vu ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc Raikkonen, Prost, il y a aussi Mansell, donc, top des pilotes de F1 payés à ne rien faire. Être pilote de F1 est un métier risqué, mais avec un salaire mirobolant aux yeux du commun des mortels. Depuis les années 70, ce salaire est justifié par la peur et le courage, mais certains pilotes ont aussi obtenu de gigantesques salaires, pour ne pas courir. De Kimi Raikkonen en passant par Nigel Mansell et Alain Prost. Retour sur son histoire. Alors, Kimi Raikkonen, le plus gros dédommagement accordé à un pilote pour qu'il ne court plus a été accordé à Raikkonen. Le champion du monde 2007, alors pilote Ferrari, s'est vu offrir deux options par le président de Ferrari en septembre 2009. Un salaire de 28 millions d'euros pour 2010 et une prime de 10 millions d'euros s'il occupe un baquet dans une autre équipe. Ou alors 17 millions d'euros si le pilote finlandais accepte de ne pas courir en Formule 1 sur une période d'1 an et demi. L'entourage du champion a décidé de la seconde option, ce qui a permis à Raikkonen d'obtenir un dédit de 45 millions d'euros pour la saison 2010. Attendez, donc ça veut dire qu'il a cumulé 28 plus 17 ? Oh là là, mais c'est un braquage total là. Je comprends pourquoi il s'amusait dans les autres catégories du coup. C'est le salaire d'Hamilton quoi, le mec. N'importe quoi là. C'est hallucinant quoi. Le second pilote à obtenir un salaire important d'une équipe qui ne courait pas était Nigel Mansell. Lors de la disparition tragique d'Ayrton Senna le 1er mai 1994, la Formule 1 perd une figure importante. À l'époque, Prost prend sa retraite. Mansell est aux États-Unis pour des courses sur ovale et Nelson Piquet est déjà au Brésil pour refaire sa vie. Pas une grande perte. Bernie Ecclestone, détenteur des droits commerciaux de la F1, décide de convaincre Mansell de revenir pour quelques courses. À 42 ans, le moustachu anglais revient donc pour seulement 4 Grands Prix. En 1994, pour la modique somme de 1 million de dollars Grand Prix. Un record pour l'époque. Il prend la place de Senna chez Williams et obtient même de l'équipe anglaise un accord pour 1995, sur la même base financière. La victoire de Mansell lors de l'ultime course du championnat 1994 ne sert à rien. En forme physiquement, le champion du monde de 92 signe malgré tout un contrat avec McLaren en 1995 pour 10 millions de dollars, tout en touchant 1 million de dollars par Grand Prix de Williams la même année. Finalement, Mansell ne peut honorer son contrat McLaren et doit même rembourser 50% de son salaire. Mais avec son salaire entre guillemets de Williams, il touchera un total de 22 millions de dollars de deux équipes en 1995, en n'ayant couru que 2 courses. Non mais c'est hallucinant, vraiment. Et enfin Alain Prost, le premier pilote à toucher un salaire pour rester chez lui était Alain Prost. Nous sommes lors du Grand Prix du Japon 91. Le Français, après la course, indique à la presse tricolore que sa voiture est un camion. Scandale chez Ferrari. Alors l'équipe qui l'embauche est licenciée. Et le licencie donc quelques temps plus tard en grande pompe. Ayant signé un contrat de 36 millions de dollars sur la période 90-92, Prost devait même devenir team manager en 92, comme l'indique son contrat. Sans volant forcé en 92, le champion français touche son salaire Ferrari pour l'année, à savoir 12 millions de dollars. Mais l'envie de courir est trop forte, et des essais pour le compte de l'équipe Ligier afin de créer un binôme 100% français commencent à voir le jour. Toutefois, ce n'est pas du coup de l'équipe McLaren, qui propose un contrat à Prost de 4 millions de dollars pour ne pas courir du tout en 92. Quelques temps plus tard, Prost signera son contrat avec Williams pour 93, avec un contrat de 2 ans. Il n'en fera qu'un seul et touchera 50% de son salaire en 94, 8 millions de dollars. Retraite oblige pour finir, Prost aura touché entre 92 et 94 un total de 36 millions de dollars. Une situation qui a permis une réflexion d'Ayrton Senna à son agent, alors le même que celui de Prost, Julian Jacobi. Il n'a couru qu'une année sur 3. Si tu me trouves un plan du même genre, je le signe tout de suite. Tu m'étonnes. Oh, incroyable ces histoires-là. Et donc, Ricciardo, bah écoutez, là il réclame 21 millions de McLaren. 21 millions de McLaren, s'il court pas, dans une autre équipe, il les aura, a priori. Ou alors ils vont peut-être négocier un peu à la baisse, 17-18 peut-être. Mais ça sera autour entre 17 et 20, je dirais, et 21. Après, par contre, s'il trouve refuge chez Alpine, du coup, apparemment, le salaire sera un peu déduit de ce que McLaren lui doit, d'après ce que j'ai compris. Donc ça sera un peu moins, mais bon. Il va se faire un bon billet quand même, hein, Ricciardo, avec tout ce bordel, là. Mais Raikkonen, je suis choqué du braquage, hein, quand même. C'est incroyable. Ouais, en fait, il voulait virer Raikkonen parce que il voulait mettre Alonso à sa place. Voilà pour ces histoires rocambolesques de finance et de Formule 1. Ciao, ciao.